on écoute de façon pas attentive, c'est-à-dire qu'on ne fait pas attention. D'ailleurs, à l'école, on apprend que le canard fait coin-coin et que la vache fait meu. Le musicien, il a envie de se suicider quand il entend ça, quoi. Parce que la vache fait pas meu, d'abord, et elle fait un son, elle fait pas une onomatopée. Et ensuite, il n'y a pas la vache, il y a autant de sons que de vaches. Parce que si c'est une femelle, un mâle, si elle est excitée, si elle a envie de dormir, s'il appelle son bébé, si elle va accoucher, et tous ces sons-là, ils sont niés. On apprend coin-coin, me et wawa et miaou. Donc déjà, et tout petit, donc on est déjà hyper mal parti. C'est qu'on n'écoute déjà pas, on remplace déjà les sons par des onomatopées qui sont réducteurs, généralisateurs, et qui empêchent de coup, dès qu'un enfant entend un canard, il entend coin-coin. Il n'entend pas le son du canard. On a tous été amusés d'entendre 2-3 coqs au même endroit ou 2-3 vaches au même endroit et de s'apercevoir qu'elles n'ont jamais le même son. Les gens n'en ont pas conscience. Sur le moment, ils se disent tiens, c'est marrant. Alors ils pensent qu'il y en a un qui est enroué, ou ils pensent qu'il y a toujours un truc, mais on ne pense pas que c'est normal, quoi. Qu'ils n'ont pas la même voix. C'est quand même les mots qui font qu'on. C'est comme on nomme les choses qu'on les entend. Aujourd'hui, on ne sait pas nommer les sons. Et donc du coup on dit fort, pas fort, aigu, criant. Alors on les nomme toujours de façon subjective, c'est beau, c'est pas beau, c'est criant, c'est inaudible, tous ces mots qui ne veulent rien dire, qui ne décrivent pas du tout les sons. Et quand on commence à mettre un peu de poétique dedans, à parler de sons funestes, à parler de sons coulants, d'un coup on se dit, on tend l'oreille, on se dit ah bon, t'entends quelque chose qui coule, mais moi j'entends pas. Ah bon, alors on peut en parler. Et puis du coup le fait de dire que ça coule, on dit tiens c'est marrant, moi c'est un son que je trouve un peu obsédant, mais si je dis que c'est qui coule, alors ça me calme et finalement il s'écoule. Et d'un coup il y a un rapport poétique, donc un rapport sensible, et donc du coup quelque chose de l'ordre d'une référence culturelle, de l'intelligence qui se met en route. Moi, je trouve ça très important le langage. Enfin, le langage c'est le centre de. On croit toujours que c'est une sorte de rationalisation qui va empêcher d'être sensible. Au contraire, mais c'est le centre névralgique de la sensibilité, le langage. C'est par là que passe la perception. Il y a l'approche objective, c'est-à-dire comment les sons sont vraiment. Alors voilà, le type d'attaque du son, le timbre, l'intensité, la hauteur quand il y en a, le type de matière, etc. La granulation, tout ça. Après, il y a le contexte, c'est-à-dire ce même son-là, tel qu'il est décrit, il ne sonne pas pareil dans une salle qui résonne, et si on l'entend de loin. Le mode de propagation est extrêmement important, ça ne suffit pas d'écrire un son, il faut décrire sa propagation. Et puis il y a la troisième chose qui est le subjectif, on va dire, c'est la façon dont on le ressent. Et je pense que c'est bien pour les instituts qu'ils sachent qu'il faut faire un petit peu la différence entre les trois. Par exemple, le deuxième il est toujours oublié, la propagation, le fait qu'on entend toujours avec un chant différé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, vous m'écoutez grâce à cette table et à ces murs. Si on était en plein air, je serais obligé de parler beaucoup plus fort. Et si on était dans le ciel, en plus, encore plus, s'il n'y avait pas de sol. Les tout petits, on va pas commencer à leur parler d'acoustique, de chant différé, chant diffus, chant direct, et tout ça. On peut se rendre compte que ça résonne quelque part, qu'on se parle plus agréablement lorsqu'on est plus proche, que quand c'est plus loin, il faut qu'on monte la voix, que voilà, on peut commencer à parler de choses très simples, et puis leur dire qu'on n'entend pas la même chose quand on connaît un son que quand on ne le connaît pas, quand on le découvre pour la première fois, que quand on se réveille, Et puis à un moment donné, arriver sur le son lui-même et commencer à mettre des mots dessus et montrer, parler de sa durée, de son intensité, de son. Est-ce qu'il y a une note, par exemple, quand je fais ça, est-ce qu'on entend une note? Alors non, mais si je fais ça et avec une autre, on va savoir que c'est pas le même timbre. Et c'est quand même la façon de faire de la musique de deux continents entiers. De faire de la musique avec des sons qui n'ont pas de hauteur. Bon, avec les paysages sonores, du coup, on n'est pas dans des sons seuls, donc des sons bruité, avec une causalité directe. C'est-à-dire que là, on va aussi essayer de verbaliser. Donc déjà tout simplement, la première question, ça pourrait être où on est avec un paysage. Est-ce que le son de ce paysage nous renvoie à un espace défini ou pas? Un son de paysage, c'est une carte postale. C'est-à-dire qu'on se retrouve tout de suite dans un espace. Et si on ferme les yeux, on y est. Donc il y a un rapport évidemment tout de suite aussi à la subjectivité et à l'imaginaire. La première réponse qu'ils vont donner, ça va être qu'est-ce que c'est? Donc essayer de trouver la cause. Est-ce que c'est un son long, un son court? Est-ce qu'il est varié ou non? Est-ce qu'il évolue dans le temps ou est-ce qu'il est statique? Est-ce qu'il est rapide ou est-ce qu'il est lent? Est-ce qu'il est plutôt grave ou plutôt aigu? Des choses aussi simples que ça. Et on va fonctionner toujours par couple, loin, proche,
long, court et tous ces couples finalement, et on pourrait même faire une espèce de tableau à 2 colonnes. On va commencer à affiner et mettre des mots de l'ordre de la subjectivité, c'est-à-dire même du goût. Est-ce qu'il est plaisant? Est-ce qu'il est... Bon, ça c'est très subjectif, mais on va avoir même des mots qui sont de l'ordre de la qualification visuelle ou tactile. Est-ce qu'il est rugueux? Est-ce qu'il est lisse? On peut commencer à trouver des mots qui n'ont plus aucun lien avec la causalité du son, mais vraiment de l'ordre de la qualité. Et même essayer de trouver des mots qui vont caractériser son timbre, finalement, sa matière, sa masse. Donc là, on revient finalement aux typomorphologies de Pierre Schaeffer, et qu'on pourrait très bien reprendre dans le cadre d'éveil sonore avec des enfants, avec des mots évidemment plus adaptés, un peu moins techniques. Je crois qu'on peut rassurer tout le monde. Certes, il y a un vocabulaire qui existe, qu'on peut utiliser et apprendre, mais on peut aussi tout à fait proposer à des élèves de donner leur propre descripteur. Les onomatopées sont des très bons descripteurs. Alors, ils sont toujours sujets à contestation, parce qu'il y a fatalement toujours un moment où quand on va écrire sprutsch, ou sklitsch, ou flatsch, ou pling, ou tang, il y en a un qui va vous dire « Ah, mais moi j'entends pas tang, j'entends teng, ou j'entends tang, ou, etc. » Mais n'empêche que ça fonctionne de manière très efficace. Et c'est un gros avantage, c'est qu'on perçoit presque immédiatement, si on pense à une composition, comment ces choses-là vont pouvoir se mélanger. On va avoir des petits clings ou des gros clings ou des gros clangs qui vont être tout de suite interprétés graphiquement. Et c'est d'ailleurs assez génial de voir à quel point on est capable, juste par un signe, c'est juste un graphe finalement, d'entendre. Et ça, c'est très très riche. Moi, je suis pas du tout contre les onomatopées et les façons de dessiner les sons dans la bande dessinée ou de dire que la vache fait meuh, à condition que ça ne se substitue pas à des compléments. C'est-à-dire que si c'est unique, c'est là où je trouve que c'est un problème. Mais quand c'est le support pour déborder sur autre chose, c'est-à-dire par exemple, quand on n'oublie pas de dire qu'il y a autant de meuh que de vaches, déjà ça c'est formidable. Alors après on peut faire des meuas, des meuis, des meules, des poules, et puis on peut les dessiner, en dessiner plein.